Builders Against Destroyers. Aujourd'hui dans Bad, on va parler extrême droite parce que malheureusement c'est l'actu. Aujourd'hui tu dis faites attention à l'extrême droite et on va te dire que c'est toi qui es d'extrême droite limite. Bon, il y a eu tout un historique qui s'est fait depuis en fait ce qu'on a appelé la dédiabolisation de Le Pen depuis le père. C'est vrai qu'il y a eu toute une campagne pour que ce monsieur il ait la parole dans les médias. Alors si on prend l'historique et une facette de l'histoire selon certaines personnes, et c'est celle à laquelle je crois le plus quand même, c'est l'élection de Mitterrand 1981 où il était en mauvaise posture assez tôt dans son septennat. Et c'était le même moment où Le Pen commençait à faire des pourcentages, même si c'était encore pas inquiétant. Mais voilà, il commençait à prendre un peu de voix. Et donc, Mitterrand, dans une idée de diviser la droite, parce qu'il avait peur que la droite reprenne vite le pouvoir, a fait monter Le Pen dans les médias. Lui a donné de la visibilité à son discours. On a commencé à voir Le Pen un peu partout, dans tous les débats, etc. Et effectivement, c'était un bon coup pour lui, pour la gauche, parce que ça a divisé la droite, dans le sens où il y a une partie de la droite qui disait non, attention, c'est l'extrême droite, c'est les fascistes, faut pas écouter ce qu'ils disent. Et il y a une autre partie de la droite plus dure qui disait ouais, mais il a pas tort, il parle des bons sujets. Enfin voilà, il y a eu plusieurs déclarations de gens des partis de droite qui disaient qu'il fallait écouter Le Pen et qu'il avait le droit de parler, etc. etc. Donc ça a bien divisé la droite et ça a permis à Mitterrand de garder le pouvoir pendant 14 années. Donc son plan, entre guillemets, a bien marché. Par contre, ça n'a pas aidé la population française. Et c'est ça le souci. Donc en fait, depuis toutes ces années, et puis même si on prend vraiment l'historique avec la Seconde Guerre mondiale, etc., l'extrême droite s'était très bien identifiée. Parce que le fascisme en Italie, le nazisme en Allemagne, tous les suiveurs en France, hein, pareil, hein, le régime de Vichy, etc. Donc l'extrême droite s'était bien identifiée. Toujours bien identifié dans les années 80, 90, il y avait de la mobilisation sociale face à la montée des idées de Le Pen et à sa médiatisation, au fait que les gens commençaient à voter pour ce parti donc, qui était le Front National et qui est devenu le Rassemblement National. Et puis on voit un changement. Moi, par rapport à mon vécu, je pense que le changement il est arrivé après, tu vois, la Coupe du Monde 98. Coupe du Monde 98 et attentat de 2001 à New York. Là, il y a eu une bascule parce que d'un côté, on était en train de leur montrer à tous que ce qu'ils appelaient Black Blamber, j'aime pas trop cette expression, mais bon, ça fonctionnait. Et avec l'exemple dans le sport, mais bon, c'était dans la société en général parce que tout le monde était en cohésion face à cette victoire en Coupe du Monde. Donc en fait, on était un peu dans un espèce d'âge d'or à cette période-là, où malgré les problématiques économiques, sociales, etc., il y avait quand même un allant vers ça, où tout le monde disait simplement ouais, Le Pen c'est l'extrême droite, c'est les fachos, faut pas les écouter, attention, il y a de plus en plus de monde qui vote pour eux, mais en fait, regardez, nous on est la France métissée, mélangée, on arrive à vivre ensemble, il y a aucun problème. Après, il y avait son lot quand même de vocabulaire qui était pas terrible, hein, on entendait toujours parler d'intégration, alors que c'était déjà des gens qui étaient nés ici, hein, c'était pas des immigrés. Deuxième, troisième génération. C'était pas des immigrés qui venaient sans parler la langue, hein, mais bon, encore dans les années 90, on parlait d'intégration. Et puis bon, voilà, donc ça c'était 98, 3 ans après, il y a les attentats à New York. Donc identifié Afghanistan, Irak, Ben Laden, etc. etc. Et alors que c'était des Saoudiens. Ouais, voilà, Saoudiens, Ben Laden, ouais. Et d'un seul coup, en fait, avec tout ça, ils sont en train de se dire mais merde, parce que là, on est en train de nous faire croire que, soi-disant, les Arabes, ils sont pas si méchants, que les banlieues, c'est pas si méchant.
Mais en même temps, il y a des attentats à New York. Donc en fait, c'est là qu'il y a eu... Moi, j'ai vu un moment de bascule dans le vocabulaire. Ils ont commencé à parler d'islamisation. Et en fait, le moindre fait divers commis par une personne non blanche, ils commençaient à te mettre l'islam dedans. À créer un lien. Voilà, parce en fait, on avait entre guillemets réussi à fraterniser, entre guillemets, même si c'était un peu une illusion, parce que comme je l'ai dit, économiquement, socialement, il y a beaucoup de racisme au logement, à l'emploi, etc. C'était, je pense, même pire qu'aujourd'hui. Il y avait une espèce d'illusion de fraternité, et du coup, ils se sont dit, on peut plus nommer les gens comme étant des Noirs, des Arabes. Donc, allez, on va profiter des attentats de 2001 et on va parler d'islamisation, de fondamentalisme et de religieux, etc. Et on le voit encore aujourd'hui. Donc là, moi, je te parle de après 2001. Là, on est en 2025, donc c'est 25 ans plus tard. On se rend compte que le vocabulaire, en fait, il est toujours le même. T'as toujours un moyen d'aller chercher un symbole de l'islam quand il est question d'un noir ou d'un arabe en France. C'est systématique. Et ils ont même réussi à te retourner le truc, c'est-à-dire que parfois je vois des interventions, par exemple Rokhaya Diallo, que je salue. J'ai déjà vu des interventions où elle se fait attaquer parce qu'elle utilise le terme de non-blanc ou de blanc. Mais il faut savoir que ça, sociologiquement, c'est un terme qui est utilisé dans des études sociologiques. Ouais, c'est établi. Voilà, c'est pas... et puis, en fait, quand tu utilises la couleur de peau d'une population dominante dans un pays, c'est juste pour le signifier, pour montrer la différence avec les gens qui ne sont pas de cette même couleur. Donc, c'est pas attaquable à la base. Mais quand elle est face à des gens de... si on peut dire l'extrême droite, même d'autres, ils lui disent « Mais pourquoi vous précisez toujours blanc et non blanc ? Mais c'est vous la raciste !» T'écoutes les discours de Rokhaya Diallo, si t'arrives à dire qu'elle est raciste, waouh, c'est que t'as un gros problème de compréhension, ou alors que tu fais vraiment exprès et que c'est vraiment de la propagande. Et en même temps, Elon Musk qui fait un salut nazi, là par contre, il n'y a pas de... On ne dit pas que c'est raciste, on ne dit pas que c'est... À géométrie variable, comme on dit. Donc, ils arrivent à te retourner ça, et des gens du Front National, Rassemblement National, parfois disent même, je les ai vus à la télé dire mais nous on nomme pas les gens comme étant noirs ou arabes ou blancs, on fait pas de différence, c'est vous en disant blanc et non blanc, c'est vous les racistes. Donc tu vois, il y a eu cette inversion très maligne, et ce qui fait qu'ils ont tellement utilisé depuis 25 ans le terme d'islamisation pour pointer du doigt tout ce qui n'est pas blanc en France, que finalement ils arrivent à dire à des gens qui combattent le racisme, mais c'est vous le raciste parce que vous nommez les gens comme étant blancs ou non blancs. Donc voilà, tout ça c'est tout un processus linguistique, et quant à ça, plusieurs fois par jour dans les médias ou même dans la presse écrite, y a des gens pour qui ça rentre dans la tête, et on va réussir à te faire croire que des militants ou des personnages médiatiques comme Rokhaya Diallo ou d'autres sont des personnes racistes, communautaristes. Voilà. Donc c'est ça qui est assez fou. Et puis l'extrême droite a réussi aussi, malheureusement, à utiliser la lutte du peuple palestinien pour se mettre ça dans la poche, c'est-à-dire pour enlever leur image d'antisémite, qui était bien collée au Front National et au Rassemblement National. Et on l'a vu même aux dernières campagnes législatives, où on voyait des gens qui se présentaient pour être députés, et qui avaient tous des casseroles, qui avaient des déclarations complètement dingues, que ce soit sur des Noirs, des Arabes, des Juifs, des musulmans, enfin bref, des gens complètement à côté de la plaque et qui avaient l'air de manquer beaucoup de culture, en tout cas, si on peut être poli, les nommer comme ça. Voilà, c'est pour s'enlever cette étiquette d'antisémite du Rassemblement National et de l'extrême droite, ils te disent ouais, nous sommes dans les associations d'amitié France-Israël. Avec le summum, là, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont carrément été invités en Israël, quoi. Ouais, mais Jordan Bardella et... Ouais, mais en fait, pour moi, tout ça, c'est logique. Mais là, en fait, c'est juste qu'ils utilisent
c'est du vocabulaire. Ils utilisent ça pour dire, regardez, on n'est pas antisémite, on est en amitié franco-Israël. Donc je pense que déjà, il n'y a pas plus antisémite que ça. Parce que en Israël, il faut savoir qu'il n'y a pas que des juifs. Et pourquoi ça serait une excuse de dire je ne suis pas antisémite parce que je suis en amitié franco-Israël. Donc pour remettre les choses à plat, il faut savoir que qui se ressemble s'assemble. Et c'est pas la première fois dans l'histoire, pour avoir suivi pas mal de luttes, que en fait des partis d'extrême droite qui par définition ne veulent pas de l'étranger, pour les plus fous voudraient même conquérir d'autres territoires, mais au minimum c'est qu'ils ne veulent pas d'étrangers et vivre en autarcie, aucune entrée d'immigration, etc. Historiquement en fait, dans différents pays, l'extrême droite arrive à parler avec l'extrême droite d'autres pays. Parce qu'en fait, ils sont d'accord. J'ai même vu des gens d'extrême droite dans des pays en Afrique qui parlaient avec le Rassemblement national, parce qu'en fait, ils s'entendent sur la ligne qui est chacun chez soi. Tu vois ? Et c'est pour ça que ces gens-là, ils arrivent à parler avec eux. Et donc, quand en Israël, depuis quelques années, tu as un gouvernement d'extrême droite qui est avéré, c'est logique que le Rassemblement national parle très bien avec eux. C'est complètement logique. Mais eux, ils utilisent cette espèce d'amitié pour dire c'est la preuve qu'on n'est pas antisémite. Voilà. Donc tout ça, c'est du langage. Et faut vraiment que les gens se rendent compte des choses et tombent pas dans ces amalgames. L'extrême droite d'un pays est amie avec l'extrême droite d'un autre pays sur la ligne chacun chez soi. Voilà, tout simplement. Que ce soit en termes d'immigration ou même d'économie, etc. Là, on le voit, hein, des pays qui se renforcent comme les États-Unis, la Russie, etc. Ils se renforcent au niveau patriotique. Ils veulent tous taxer tous les produits. Voilà. Donc, c'est pas qu'au niveau immigration, c'est aussi au niveau économique. Donc, en fait, ça, c'est le truc qui est important à comprendre. Les extrêmes droites s'entendent très bien entre elles sur le fait d'être chacun chez soi. Donc c'est logique cette alliance entre le Rassemblement national qui est dans l'amitié franco-israélienne quand Israël a un gouvernement d'extrême droite. Il n'y a rien de plus logique, ça ne fait pas d'eux un parti qui n'est pas antisémite, ça ne prouve rien. Et de toute façon, leur historique parle pour eux-mêmes. 50 ans d'antisémitisme, derrière, tu vas pas changer du jour au lendemain, quoi. Voilà, donc je voulais faire le point là-dessus. Je te laisse la parole. Sur ce que je viens de dire, sur le fait de l'inversion l'inversion du vocabulaire et comment les choses ont été retournées en fait. Ouais, on est en plein dedans hein, depuis quelques années. Je dirais qu'on pourra placer ça, les historiens pourront placer ça dans les années 2010. On voit qu'il y a une inversion sur cette question-là du racisme. Effectivement, comme tu as dit, ils vont dire que parce qu'on désigne les personnes par noir ou arabe ou blanc, ça veut dire qu'on parle de, entre guillemets, race et que donc on est raciste, alors qu'en fait, nous, on désigne ça pour désigner les inégalités, pour désigner les problématiques sociales qu'il y a en France. Moi, je suis le premier demain à avoir envie de ne plus parler de ça, mais pour plus parler de déterminisme social et donc derrière racial, il faudra faire en sorte qu'il n'y ait plus de discrimination à l'embauche, qu'il n'y ait plus de discrimination au logement, qu'il n'y ait plus de discrimination en général dans la société. La discrimination, elle existe. Maintenant, nous, on veut dire qu'elle concerne telle ou telle personne. On va dire, ouais, mais pourquoi vous parlez de ces Français-là comme étant des Français d'origine maghrébine ou d'origine antillaise ou d'Afrique de l'Ouest, etc. Parce que c'est une réalité et qu'en fait, vous, dans votre hypocrisie un peu de ne pas vouloir l'universalisme français, tu sais, le délire de se dire, bon, on est tous Français, vas-y, vamos. Pourquoi pas? Supposons que ça serait une réalité. Allons-y, qu'on est tous français, qu'on ait tous les mêmes droits, qu'on ait tous les mêmes accès à l'éducation, à l'école, au collège, lycée, université, qu'il n'y ait pas d'inégalité dans tout le parcours de vie d'un enfant, d'un adulte. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Et on le voit même en termes de région. Quand tu vois la situation à Mayotte, ils disent Mayotte, c'est la France. Vas-y. Allons jusqu'au bout si c'est la France, mais c'est pas vrai en fait. Ah ouais. Le SMIC il est moins élevé qu'en France. Il est déjà à un niveau bas, mais il est encore plus bas à Mayotte. Les minima sociaux, pareil. Ils disent
que les colonies, que la Guadeloupe et la Martinique sont des départements français. Vas-y, ok, les gens n'ont pas accès à l'eau potable. Les gens n'ont pas accès à l'eau potable. Si c'est pas du racisme, ça c'est quoi? C'est une dinguerie. Donc la réalité du racisme, elle est là. Et maintenant, quand nous, on veut dénoncer ça en parlant de ces personnes-là, ils vont dire qu'on est raciste. Ouais, c'est une inversion. Et je pense que le pire là qu'on a vécu dans ces derniers temps, c'est notamment avec LFI. On peut penser ce qu'on veut de ce parti. Depuis déjà 2-3 ans, presque ils disent que c'est ce parti de gauche qui est antisémite. Mais moi j'ai envie de leur dire, vas-y, si vous pensez vraiment que c'est antisémite, montrez-moi les condamnations pour antisémitisme. Éric Zemmour, il a eu des propos racistes, on considère qu'il est raciste, l'extrême droite considère que non. Il a été condamné plusieurs fois, tu vois. Donc sur tout ça, tu vois, non seulement il y a une inversion, mais en plus elle est même pas, pour moi elle est même pas réelle et réaliste, quoi. C'est vraiment un matraquage médiatique et un mensonge en continu. Ah ouais. Puis sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait que ça peut être critiqué quand on dit blanc ou pas blanc, ou qu'on nomme noir, arabe, etc. Et qu'on te dit, bah non, en fait, on est tous français. Mais moi, je me souviens que dans les années 90, le terme de race, il était encore utilisé. Mais même pour l'antiracisme. Ouais. Et il y avait un slogan, je sais plus qui l'avait sorti, qui disait, qu'on voyait souvent affiché, il n'y a qu'une race, la race humaine. Et moi, j'ai une amie à l'époque qui m'avait dit cette phrase magique. D'ailleurs, je peux la nommer, pour ceux qui connaissent le rap français à l'ancienne, c'est une rappeuse qui s'appelle Bams, que je salue aussi. Elle m'avait dit à l'époque, comment ça, il n'y a pas de race? Mais s'il n'y avait pas de race, pourquoi j'en prends plein la gueule en tant que femme noire? Donc évidemment qu'il y a des races. Bon, aujourd'hui, on n'utilise plus ce terme-là, mais même moi, ça me gêne. Bon, disons d'origine, de couleur, etc. Ouais. Mais en fait, il ne faut pas le gommer sous la bannière de « on est tous français », parce qu'en fait, ça va invisibiliser les luttes de minorités. Tu vois, si tu commences à dire « on est tous français », ben non, mais quand tu es discriminé parce que tu es noir, parce que tu es immigré, parce que tu es musulman, etc., ben non, il faut dire « je suis discriminé ». Tu sais, comme les années 60 et les Black Panthers, tu vois, eux, ils acceptaient le soutien d'autres groupes politiques. Ouais. Par exemple, c'était à l'époque où il y a le mouvement des hippies, donc c'était un mouvement à majorité blanche, et il y a des mouvements hippies communistes qui sont venus les voir en leur disant nous, on soutient votre cause, on est avec vous. Est-ce qu'on peut rentrer dans le parti des Black Panthers ? Ils ont répondu, on accepte votre soutien, mais ne rentrez pas dans le parti des Black Panthers parce que ça va invisibiliser le terme de noir par rapport à notre lutte. Nous, on est discriminés parce que noir, on lutte parce que noir discriminé, donc on ne peut pas faire rentrer de blanc. Mais moi, je le comprends très bien. Ça s'entend en fait. Il est mieux de dire, il y a une association militante à majorité blanche qui soutient le parti des Black Panthers. Et on les accueille, il n'y a pas de problème, on accepte leur soutien et le soutien il est officiel, il n'y a pas de souci. Oui, par contre, dans le mouvement des Black Panthers, on tient à ce que ce soit que des gens noirs. Et ouais, c'est la question de la non-mixité. Mais c'est juste pour pas invisibiliser le débat, quoi, tout simplement. On se met un petit coup de musique. Pour l'historique, c'est un morceau que j'avais fait avec Zoxy, des Sages Poètes de la Rue, que je salue beaucoup de monde aujourd'hui. Le morceau a presque 20 ans, ça passe vite. Le morceau s'appelle Maintenant et on avait produit sur une compilation que j'avais réalisée qui s'appelait Dès le Pénison. Et tu vois, on était déjà dans ce contexte. Bad. Builders against destroyers. Donc je suis allé dans une manif du Front National avec une petite caméra. Et là j'ai halluciné en fait. J'ai vu des trucs de fou. Déjà j'ai vu Marine Le Pen. Oh. J'ai vu l'autre à l'ancienne, là, Bruno Gollnisch, etc. Ouais. Enfin, j'ai vu tous ces gens. Et en fait, j'ai commencé à interviewer des gens dans la manif. Et je leur disais juste bonjour, vous êtes là pourquoi? C'est quoi les revendications du jour? Et systématiquement, c'était des phrases de 4 mots, pas plus. Où on me disait on est là pour nos valeurs. Voilà, tu vois. C'était waouh. C'était pas très élaboré et c'était tout le temps la même chose. Ouais, c'est notre France, c'est notre culture, on veut pas se faire bouffer par l'étranger, etc., etc. J'ai vu des gens qui avaient les médailles, tu sais, médailles Indochine, Algérie. Ah ouais. Ils venaient se faire big up par d'autres mecs. Enfin, c'était affreux, quoi. C'était affreux. Bref, et puis donc du coup, suite à ça, en fait, ma petite plage vidéo est devenue un reportage d'1h40 que j'ai nommé Témoignage d'une escalade.
Et les 3-4 titres sont devenus un album complet de 20 morceaux où j'ai invité pas mal de monde, dont des gens qui étaient connus à l'époque dans le rap français. Et du coup, voilà, j'avais sorti ce truc-là, ce gros projet qui avait mis 2 ans à accoucher. Et voilà, pour dire que tu vois, déjà 2005-2007, j'étais sur cette thématique parce que je voyais justement le renversement de valeur qui s'opérait. Et voilà, aujourd'hui on en est là, 20 ans plus tard, et avec l'extrême droite aux portes du pouvoir vraiment. Et donc comme je disais, l'inversement du vocabulaire, faut... Après, ouais, vas-y. Non, juste pour rebondir avant que j'oublie, là, sur 2005-2007, c'est intéressant que tu aies parlé de cette période-là précisément, parce que même si j'étais petit, en fait, on était déjà presque sous un gouvernement d'extrême droite. Parce qu'avec Nicolas Sarkozy, c'était sale quand même. C'était très très sale, c'était déjà violent dans les mots, c'était déjà violent sur le terrain aussi en termes de répression. On sort des révolutions, des révoltes urbaines de 2005 après la mort de Ziad Ebouna, et c'était déjà, en fait c'était déjà, avec du recul, je me dis que Sarkozy, encore plus quand je le revois aujourd'hui encore et que je revois des vidéos d'archives d'époque, en fait... je pense que si on devait faire un récap, ou en tout cas une analyse de la Ve République, je pense que finalement c'est peut-être lui le premier politique d'extrême droite en France. Et d'ailleurs, un de ses conseillers, Patrick Buisson, est un mec d'extrême droite, mais à 1 million de %. Quand il meurt en 2023, je crois, d'une crise cardiaque, tu as toute l'extrême droite qui est là. Tu sais, l'église là à Paris. Là, ça, c'est le genre d'homme politique de l'ombre. C'est ça, exactement. Qui connaît tout le monde, qui opère, mais c'est ça. Mais il ne se présente pas des élections. C'est ça, il ne se présente pas aux élections, mais il était son conseiller proche. Un mec qui était souvent à l'Élysée. Et quand il y a ces funérailles, l'église des Bernardins, j'ai oublié l'église où il y a souvent des cérémonies comme ça à Paris. T'as toute l'extrême droite qui est là, et t'as Nicolas Sarkozy aussi, quoi. Donc en fait, où le chef religieux est déclaré comme étant un extrémiste voilà, chrétien. Exact. C'est ça. Et en fait, voilà, quoi. C'est-à-dire que avec Sarkozy, on a déjà vécu en fait une période d'extrême droite. Et aujourd'hui, et depuis 2017, moi, je fais partie de ceux qui considèrent qu'en fait, enfin, c'est même pas une opinion, en fait, c'est des faits. La majorité des lois qui ont été mises en place sur les sujets liés aux personnes françaises d'origine immigrée ou immigrées en France, c'est du copier-coller sur ce qu'a fait l'extrême droite. Donc, déjà, la loi de 2004 sur le port du voile à l'école, Sarkozy était ministre de l'Intérieur, si je ne me trompe pas. C'est ça, donc, exactement. Mais effectivement, tu vois, excuse-moi, du coup, je t'ai coupé. Mais... C'est grave parce que, comme tu dis, tu étais plutôt jeune à cette époque-là, et toi, tu l'as déjà vécu comme ça à travers les médias. Et moi, je l'avais vu aussi. Et en fait, c'est pour ça que quand il y a eu l'élection de Hollande et ensuite Macron, moi, le petit point positif que je voyais, c'est quand tu allumais la télé et que tu voyais des hommes politiques parler, tu te faisais pas insulter comme sous l'ère Sarkozy, qui était ministre et ensuite président. Parce que cette période-là de 5-7 ans, avec la période où il était ministre, mais tu vois n'importe quel homme politique, d'un ministre ou bref, il venait à la télé et quand tu étais soit arabe, noir, musulman, etc., ou d'origine étrangère, ou même juif, etc., tu te sentais insulté, mais toute la journée. Ouais, les portefeuilles, les... Voilà, exactement, qui ont des déclarations de fous. Et ça, en fait, quand tu es issu de la majorité de la population, pour caricaturer blanc, chrétien ou athée même, tu prends pas les choses de la même manière. Tu dis, ouais, il a dérapé. Et quand tu te le prends en pleine face, parce qu'on te dit le musulman, l'arabe, le truc, la banlieue, vous voilez vos femmes, vous êtes violents, enfin, et ça t'en prenait toute la journée dans la tête. Et c'est vrai qu'avec l'élection de Hollande, ce truc-là, moi je l'ai vu se calmer, mais là c'est revenu de plein fouet. Mais tu vois, c'est pas forcément des hommes politiques, c'est plutôt ce qu'on appelle les éditorialistes, les chroniqueurs, etc. Où là ça s'est répandu et c'est pareil, tu vois, médiatiquement c'est marrant parce que t'as des vagues. C'est que moi à l'époque, la bête noire, même moi je l'avais déprogrammée à l'époque sur ma télé, j'avais plus TF1, c'était l'horreur TF1. C'était vraiment la chaîne, tu dis c'est pour faire élire Le Pen, c'est pas possible, tu vois. Et aujourd'hui, tu te rends compte que c'est... Après, il y a eu la période BFM, où vraiment, on se dit, BFM, qu'est-ce qu'ils ont? C'est quoi leur problème? Avec RMC aussi. Ouais. Et maintenant, c'est plus sur CNews,
même si BFM, ils ont encore leur lot. Mais là, en numéro 1, tu as CNews. Et tu regardes l'émission de Yann Barthès, qui est sur TMC, la chaîne du groupe TF1. Tu as l'impression que lui, c'est un mec de gauche. Ouais. Tu vois, c'est pour ça que c'est un peu marrant. Le cheminement d'une chaîne à l'autre, ça change comme ça. Enfin, c'est un peu curieux. Ouais. Et comme je te disais, hier, j'ai regardé notre ami Hanouna. Hein. Et bah, tu sais ce qui m'a choqué en fait, c'est que moi je regardais Hanouna il y a très longtemps, il y a 10 ans, 11 ans, machin. Quand au début, Il faisait même des trucs si tu arrives à voir des archives, regarde la sociologie du public et regarde la sociologie du public en ce moment. Aujourd'hui, ouais. C'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'avant c'était très mélangé. Ouais, il y avait des jeunes. Et il y avait des jeunes, il y avait des plus âgés, il y avait, tu voyais par rapport à leur habillement que tu avais des gens de banlieue, des gens plus aisés peut-être. Il y avait de temps en temps où il y avait une femme voilée, tu vois. Et là, l'émission que j'ai regardée hier, mais c'était sans porter atteinte, hein, c'était un EHPAD. Non mais c'est vrai, c'était très âgé et une seule couleur en fait, sauf si j'en ai raté un ou deux qui se cachaient dans le fond, tu vois. Mais c'est marrant quand même parce que quand tu vois le discours qui a changé dans cette émission et tu vois que la sociologie du public a changé aussi naturellement. Ouais, surtout que les gens oublient d'où il part Hanouna quoi. Quand tu regardes les archives vidéo de son époque Morning Live là avec Michael Youn. Ouais, mais enfin au-delà de ça, après, c'est quelqu'un qui était très ouvert. Et puis aujourd'hui, bah, tu vois en fait ce qu'il disait hier là, par rapport à l'affiche qui le concerne. Donc on juge ou pas si c'est un caractère antisémite, si c'était volontaire ou pas. Mais lui, en fait, le résumé de cette histoire, par rapport à l'affiche qui le représente, il dit bah, celui qui va marcher le 22 mars, c'est un antisémite. Voilà, t'as zéro nuance. Et ça c'est exactement ce que font d'autres chaînes où ils vont te forcer à dire des choses ou ils vont essayer de te mettre dans une impasse pour dire tu sais c'est comme à l'époque des attentats de Charlie Hebdo quoi. Fallait être Charlie ou pas Charlie. Ah, c'est ça. Là faut être pour ou contre et ça va définir si t'es antisémite ou pas. Ah, bah oui. Enfin, t'as zéro nuance c'est très américain d'ailleurs, enfin nord-américain. Ouais. C'est quelque chose qui n'existait pas autant en France. Enfin il y avait quand même des gens un peu qui pensaient de cette façon-là. Mais tu sais, ça me rappelle aussi... franchement, même petit, hein, j'ai été marqué par ça. Après, j'ai typiquement le daron d'origine maghrébine branché sur Al Jazeera et sur toutes les chaînes en arabe et tout. Donc forcément, il y avait quand même quelque chose. Ouais. Et ça me rappelle en fait George Bush, en fait, qui après 2001-2002, dit en fait, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Mais ouais. Et tu vois aujourd'hui des personnes qui utilisent encore cette façon de voir les choses, alors même que l'appel là, parce que vu que tu en parles, du 22 mars, il est quand même assez diversifié. Enfin, c'est un spectre, un cercle assez large de personnes qui appellent à manifester. T'as des écrivaines, t'as des artistes, t'as des acteurs, des actrices. T'as Annie Ernaux, par exemple, t'as Virginie Despentes, Camille Etienne, Swan Arlo. T'as des collectifs qui appellent à cette marche, qui s'appelle comme une marche des solidarités en plus. C'est quelque chose qui est censé mobiliser normalement énormément. Et tu vois, on a fait un peu des périodes historiques. Moi, j'aime beaucoup ça en tant que prof d'histoire. Tu regardes la manifestation de 2002, quand je regarde moi des archives ou que je le montre même, parce qu'en éducation civique, bon maintenant ça s'appelle éducation morale et civique, j'aime pas trop, mais bref, c'est un autre débat. Éducation morale ? Ouais, ça s'appelle éducation morale et civique maintenant, ouais. Ouais, ils sont forts. Vas-y, on en parlera une autre fois. Ouais. Mais en tout cas, tu fais toute une partie sur la question du vivre ensemble, etc. Et il y a une partie où ça parle de l'extrême droite et justement de la manifestation de 2002, d'avril 2002, de l'entre-deux tours. Elles étaient massives, les manifestations. À Paris, à Marseille, à Bordeaux, à Toulouse. Toutes les villes de province, ça a bougé. Toutes les grandes villes et même des plus petites villes. Là, aujourd'hui, les dernières manifestations contre l'extrême droite, ça me fait mal de le dire, mais on était peu. C'est parce que c'est le résultat de ce que je dis depuis le début de la mission. Ah bah oui. C'est l'inversion du vocabulaire et des valeurs. Et de 15 ans de matraquage médiatique avec les chaînes en continu. Ouais. Aujourd'hui, on arrive à traiter un antiraciste de fasciste. Enfin voilà, c'est... On en est là. c'est n'importe quoi. Je te refais une petite pause musicale parce que bon, c'est le morceau, je pense, le plus connu de Tiken Jah Fakoly. Mais là, qui prend
qui prend tout son sens. Bad. Builders against destroyers. Pour résumer un petit peu, et pour qu'il y ait un peu de compréhension, ce que je disais tout à l'heure, c'était que les extrêmes droites arrivent à parler entre elles d'un pays à l'autre parce qu'elles sont d'accord sur une ligne, celle du chacun chez soi. Autant dans l'immigration que aussi au niveau économique, social, etc. Mais il y a aussi une chose importante, dans les milieux de gauche, on parle souvent de ça, c'est la lutte des classes. Donc ça parle peut-être pas à tout le monde. Simplement, tu as des extrêmes pauvres et des extrêmes riches. Et c'est ça en fait l'enjeu. C'est garder une masse populaire très pauvre. Et la masse populaire, pour éviter qu'elle se révolte face à sa pauvreté et à sa condition sociale, eh ben, on lui donne tu sais, du popcorn comme au cinéma. Et le popcorn, c'est tout ce qui passe à la télé là. C'est le racisme, les déclarations. Et pendant que tu es en train de te révolter chez toi entre deux repas, tu penses pas à te révolter sur le reste, sur le fait que justement ton repas il est de plus en plus petit parce que tu as moins en moins de revenus, parce que le travail est taxé, parce que la consommation est taxée, etc. etc. Et c'est ça, c'est là-dessus qu'il faut s'attarder à la base, en fait. C'est pas de se dire, tiens, est-ce que mon voisin il gagne plus que moi, parce que ça y est, il a 300 € de plus que toi, tu te dis que moi je suis un pauvre, lui c'est un riche, pourquoi il reste dans le quartier, il a qu'à déménager, ou tiens, lui, avant il bossait là-bas, maintenant il est venu là, il va me piquer mon boulot, lui il sort avec la fille du voisin, tout ça, c'est des occupations pour que, tu vois, c'est notre quotidien malheureusement, mais il faut qu'on arrive à se mettre en tête que c'est une majorité pauvre face à une minorité riche qui contrôle tout. Voilà, qui contrôle toute l'économie, qui contrôle les médias. Et ça, c'est une réalité. Donc, et même, tu sais, quand là, on parlait de manifestation, le pouvoir en place, peu importe lequel, gauche, droite, etc. Ils savent très bien que quand ils vont faire une certaine déclaration, quand ils vont parler d'un projet de loi, que ce soit les retraites ou autre chose, quand ils vont parler même d'un projet de loi sociétal, comme il y a eu le mariage homosexuel, ils savent très bien que ça va faire des réactions et ils savent très bien que ça va faire des manifs. Ils savent très bien qu'ils vont envoyer des CRS. Ils savent très bien qu'il y a un gars qui va perdre un œil. Tout ça, c'est du calcul, ils le savent. Donc, tu t'as beau dire, je vais mettre des affiches, on va faire une manif. Il n'y a pas de surprise pour eux, sache-le. Donc il faut manifester, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas une surprise pour eux. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que tout ça, c'est un calcul parce que pendant que tu es en train de t'organiser pour faire ta manif, pour dire t'es pas d'accord, parce qu'à la télé, il y a des gens qui parlent et qui sont racistes, qui sont jamais condamnés, etc. etc. Et souvent, on te la met à l'envers. On va voter des lois sans que tu t'en rendes compte. J'ai pas d'exemple comme ça, mais c'est vrai qu'il y a souvent un projet de loi en étendard pour que tout le monde regarde ça, et puis à côté on te fait d'autres lois que personne ne voit, où la moitié des députés vont même pas voter, qui va passer comme ça, et puis en fait on t'a retiré du pouvoir d'achat. Voilà, tout ça c'est du scénario politique, et voilà, faut que les gens arrivent à se rendre compte de ça, qu'en fait on est tous dans une espèce d'égalité de masse populaire où tous ceux qui gagnent moins de 2000 balles en fait et c'est la majorité. Putain, on est tous pareils quoi. C'est plus de 60% de la population. Et voilà, faut nourrir nos gosses, voilà, et c'est là-dedans qu'il faut être unis. Et je te parle de lancer des luttes ou pas, mais au moins être unis et pas regarder la tête du voisin parce que t'aimes pas sa couleur ou tu présages de sa religion qui te gêne alors que sa religion elle est chez lui, elle est pas chez toi. Enfin, tu vois, pareil sur la sexualité, tous les gens qui manifestaient contre les populations gays, mais il est gay chez lui, il est pas gay chez toi, arrête de nous casser la tête. Lui, il est musulman chez lui, il est pas musulman chez toi, arrête de nous casser la tête. Quand il parle de leurs valeurs, soi-disant culturelles, on se sent plus chez nous, etc. C'est quoi? Parce qu'il y a un mec qui marche avec une djellaba. Et qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu marches avec une jupe, avec un pantalon, enfin, on s'en fout. Et puis on va encore partir sur la question des femmes. Pareil, tu vois, les femmes, elles en prennent plein la tête. Que ce soit sur les vêtements, le voile, tu sors où, enfin, c'est n'importe quoi. Donc en fait, tout ça, malheureusement, c'est ce qui nous occupe pendant qu'on est tous...
Pendant qu'on est tous au même niveau financier où tout le monde galère et voilà. Ouais, et les gens galèrent de plus en plus. Moi j'ai un dernier mot en tout cas rapidement. Dis-moi. J'appelle tout le monde quand même à se mobiliser, à essayer d'être là sur le terrain. Il y a la manifestation de solidarité contre l'extrême droite le samedi 22 mars. Sur Paname, le lieu c'est Place de la République, 14h. Sur Marseille, on se retrouve Porte d'Aix à 14h également le samedi. Donc franchement, si ça peut être une démonstration de force importante pour lutter contre l'extrême droite, ça serait déjà une bonne chose. Et puis ensuite, continuer à se mobiliser sur le terrain contre tout ce qui se passe en fait autour de la fascisation du pays. Je pense au collectif Binkadi qui lutte à Marseille. Je pense à la Gaieté Lyrique, tout ce qui se passe là sur Paname, à Belleville aussi. Des histoires qui se répètent malheureusement. C'est ça me fait vraiment penser à des choses qu'on a déjà vécues et qui existent depuis un moment. Donc franchement, la lutte contre l'extrême droite, c'est une lutte de tous les moments et plus que jamais aujourd'hui. Donc je sais qu'il y en a qui vont dire oui, les manifestations, ça ne sert pas à grand-chose. C'est vrai qu'en dernière instance, on a fait beaucoup de manifestations et je peux comprendre ceux qui sont fatigués, mais c'est tout ce qui nous reste aussi, quoi. Donc il y a ça. Certes, il y aura les élections municipales bientôt, les élections présidentielles bientôt. Il faut quand même lutter contre l'extrême droite aussi à ce niveau-là. Mais comme tu as dit, en fait, la réelle lutte actuellement, c'est surtout la lutte des classes et il faut se concentrer sur ça, en fait, parce que si tu permets à tout le monde d'avoir un meilleur niveau de vie, en fait, les gens, ils calculeront moins, je pense, en tout cas, où il y aura moins ces problématiques-là liées au racisme, parce qu'en fait, tu as paupérisé toute une partie de la population et forcément, après l'abattage médiatique, le matraquage médiatique, tu as une partie de la population qui pense qu'en fait, sa situation est difficile à cause de l'immigré. Ça a toujours été la stratégie du patronat, c'est pas nouveau, hein. C'était déjà le cas dans l'histoire à la fin du 19e, début du 20e, avec l'immigration italienne, espagnole, etc. Donc voilà, continuons à lutter. Ouais, il faut aussi se souvenir que l'extrême droite n'a aucune mesure pour la masse populaire pauvre, c'est-à-dire la majorité. Augmenter le SMIC, ils n'en veulent pas. Par contre, augmenter l'âge de la retraite, ça, ils veulent bien. Taxer encore plus, ils veulent. Donc, c'est ça le problème, c'est que les gens qui votent pour l'extrême droite aux élections, c'est soit par racisme, qu'ils le déguisent ou pas, soit parce qu'ils se disent il n'y a que ça qu'on n'a pas essayé, sauf que 1940 on a essayé en fait. Ouais. Voilà. Donc en fait on sait ce que c'est et puis voilà, il n'y a aucune mesure, c'est frontal, il suffit de lire, ils veulent pas aider les gens pauvres, donc ça ne sert à rien d'aller voter pour eux. On va me dire ouais mais les autres ce sera pas mieux, ce sera pas pire, j'ai envie de te dire. Non, mais surtout que quand ils disent les autres, ce sera pas mieux, on parle desquels. La France, c'est certes pas une dictature à proprement parler, dictature de parti unique, mais c'est la dictature du bipartisme. D'ailleurs, j'ai dit que ça sera pas pire, mais ce sera pire, pardon. Ouais, voilà, il y a eu que le PS et l'UMP, RPR, LR oui, mais au après, pouvoir. Hein. En fait, Macron, c'est un peu un mélange de tout ça. Mais... Si tu veux, il y a tout à construire, mais là, on dirait vraiment vers le pire, et ça serait catastrophique, et si c'est pour... être dans une grosse merde pendant 5 ans, 10 ans, le temps que le monde se remette un peu en place, comme on a connu malheureusement dans le passé, personnellement ça m'intéresse pas. Bref, et sachez qu'il y a toutes les personnes qui se sentent insultées à longueur de journée par leur genre, par leur couleur, par leur religion, etc. Vous n'êtes pas seuls. Faut juste qu'on se mobilise ensemble. On vous soutient. Et voilà, donc mobilisez-vous, mobilisons-nous, on est ensemble. Et on va terminer, je vais balancer mon morceau Kidam anti, parce qu'on est toujours dans le thème, c'est le thème de ma vie je crois. Donc voilà, c'est parti, et on se retrouve dans un mois, ça sera le 15 avril. Et voilà, on est ensemble, le peuple, le point en l'air, big up, ciao. Bonne soirée. T'es anti-métissage, anti-noir, anti-arabe, anti-noix, anti-rome, t'as un cœur anti-tane, anti-sémite, anti-gitane, anti-voile, anti-kippa, anti-soutane, anti-alloc, anti-RSA, anti-Jacob, anti-femme, anti-Anissa, anti-couscous, anti-tieb, anti-Nassa, putain mais t'as une vie de merde. Écoute, moi je suis anti, j'ai pas de haine et ça je te le garantis. Tous debout, moi je suis anti, mon people me suit ensemble on sourit. Écoute, moi je suis anti,